Si vous êtes parent, vous serez probablement horrifié par ce dont cette babysitter est accusée dans le Wisconsin. Elle s'appelle Hannah Sprang et la police affirme qu'elle a laissé 3 enfants âgés d'1 an, de 2 ans et de 2 ans à l'intérieur d'un SUV, moteur éteint, en été, seule pendant environ 1h30. Attendez aussi de savoir ce que la police affirme qu'elle faisait pendant que ses enfants étaient soi-disant seuls, attachés dans la voiture. Nous enquêtons sur cette affaire pour Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Les histoires les plus dures que nous couvrons surviennent souvent l'été, notamment celles d'enfants laissés seuls dans des véhicules. Et dans certains cas, c'est parce qu'un parent ou une babysitter oublie d'une manière ou d'une autre qu'un enfant se trouve sur la banquette arrière d'une voiture. Et trop souvent, nous entendons que ces histoires prennent une tournure tragique où ce jeune enfant perd la vie. Heureusement, dans l'histoire dont nous parlons aujourd'hui, ces enfants semblent aller bien. Mais rappelez-vous leur jeune âge pendant que je vous raconte cette histoire. C'est incroyable. 2, 2 et 1. Mais ce dont cette babysitter est accusée dans cette histoire n'était apparemment pas un accident, selon la police. Hannah Sprang, 23 ans, comparaît devant le tribunal via Zoom dans le comté de Manitowoc, Wisconsin. Photo d'elle diffusée par Fox 11 News dans le Wisconsin. Elle fait face à 3 chefs d'accusation de négligence criminelle envers des enfants pour ce que la police affirme s'être produit sur le parking d'un centre commercial le 18 juillet en plein été dans la ville de Manitowoc. La ville est située sur le lac Michigan à environ 1h20 au nord de Milwaukee. On ignore l'identité et l'âge des enfants retrouvés dans la voiture, la police ne les divulguera pas. Donc, à ce stade, nous ne savons pas ce que les parents ont à dire au sujet de ce dont Sprang est accusé avec leurs enfants. Sprang s'est affichée comme une vraie babysitter sur les réseaux sociaux, notamment dans une publication de février 2023. Donc, il y a quelques années, alors qu'elle n'avait que 21 ans, elle a fait la publicité d'une garderie à domicile pour les mois d'été. Elle informe les parents qu'elle est certifiée en réanimation cardio-respiratoire et premiers secours et qu'elle a des enfants. Elle a travaillé dans un Young Men's Christian Association. Elle dit que sa maison est équipée de caméras pour qu'elle puisse surveiller tous les enfants, sans oublier qu'elle a un jardin pour qu'ils puissent courir partout. Et puis, c'est l'été. Elle sortira vos enfants. Cinéma, parc, glace, ça semble une super affaire. Et aussi, quand vous voyez ce qu'elle demande, c'est seulement 5 $ de l'heure, ce qui, si vous êtes parent et que vous payez pour une garderie, ressemble à l'affaire du siècle. En plus, elle leur offre des repas. Finalement, c'est presque trop beau pour être vrai. Le 18 juillet, la police de Manitowoc a été appelée sur le parking d'un centre commercial après qu'un SUV, moteur éteint avec un enfant à l'intérieur, a été signalé. Et ils ont vu cet enfant à l'intérieur du véhicule pendant plus d'1 heure. La police dit qu'à leur arrivée, l'agent a découvert qu'il y avait en fait 3 enfants à l'intérieur de ce SUV noir. Leurs âges, encore une fois, 2 ans, 2 ans et seulement 1 an. 2 sont à peine des tout petits et l'un n'est presque plus un bébé. L'officier a vérifié à qui le véhicule était immatriculé. Le nom affiché était Hannah Sprang. L'officier a écrit qu'il essayait de trouver une photo de Hannah afin de pouvoir faire du porte-à-porte, de magasin en magasin dans l'espoir de la retrouver. L'officier a indiqué qu'environ 5 minutes après son arrivée, Sprang est sorti du salon de manucure du parking et a ouvert la porte de sa voiture. L'officier a expliqué à Sprang la raison de sa présence. C'est alors que l'on sent que l'officier pensait que Sprang ne prenait pas la situation au sérieux. L'officier a écrit que Sprang semblait, je cite, « impassible face au fait que la police lui parlait ou qu'elle venait soi-disant de laisser 3 jeunes enfants seuls dans une voiture, attachés à leurs sièges auto, pendant qu'elle allait se faire les ongles. » Hannah aurait alors donné une excuse à l'officier. Elle a dit « Écoutez, j'ai pris rendez-vous pour 11h, mais le salon m'a fait attendre. » Elle a dit qu'elle était entrée, mais qu'elle sortait vérifier les enfants pendant le rendez-vous. Et cette déclaration devient un signal d'alarme majeur au fur et à mesure que cette histoire avance. Et avant d'en arriver à cette partie, laissez-moi vous décrire ce que l'agent a dit avoir vu à l'intérieur de ce SUV lorsque Sprang a ouvert la porte. Les 3 enfants, âgés d'1 et de 2 ans, étaient attachés à leurs sièges auto. Maintenant, la police a déclaré que Sprang semblait avoir laissé une tablette en marche pour qu'il puisse regarder quelque chose pendant qu'elle était à l'intérieur en train de se faire les ongles. Un enfant faisait face à l'avant, un autre à l'arrière. Dans ce SUV, une 3e rangée accueillait le 3e enfant. Le moteur était éteint. Encore une fois, c'était le 18 juillet en plein été. Même au Wisconsin, il fait chaud. Trop souvent, on entend des histoires d'enfants qui meurent sous la chaleur de l'été lorsqu'ils sont laissés dans une voiture.
Maintenant, selon la police, il faisait environ 20 degrés ce jour-là, ce qui n'est pas exceptionnellement chaud. Et lorsqu'ils ont utilisé un thermomètre à l'intérieur du véhicule, il a affiché une température de 27,3 degrés. En entendant ce chiffre, on pense surtout à ce bébé d'1 an, ce qui peut devenir très inconfortable. Maintenant, la police dit que les enfants ne semblaient pas être en détresse physique, mais ces enfants pleuraient. C'est sans doute parce qu'ils sont restés seuls environ 1 heure et demie attachés à leurs sièges auto, sans adultes dans ce SUV, alors qu'ils étaient tous de très jeunes enfants. L'agent note avoir ensuite demandé à Sprang les infos des 3 enfants ainsi que les numéros de leurs parents. L'agent a écrit que Hannah n'a pas coopéré, ajoutant qu'elle m'a donné des informations par intermittence. Cependant, elle a ressenti le besoin d'envoyer des messages et d'appeler chaque parent avant que j'aie la chance de leur parler. Tandis qu'Hannah demandait aux parents de venir chercher leurs enfants, la police a voulu vérifier si elle avait vraiment surveillé les enfants à plusieurs reprises lors de son rendez-vous chez la manucure. Alors, ils ont récupéré la vidéo de surveillance de ce salon de manucure. D'après la police, cette vidéo montre Hannah arrivant à 10h49 du matin. Le rapport de police précise qu'elle était dans le fauteuil. Cela suggère qu'elle était en avance pour le rendez-vous de 11h, le rendez-vous qu'elle avait pris et qu'elle n'attendait pas que son rendez-vous commence, qu'elle était dans le fauteuil en train de se faire les ongles. Ensuite, en plus de cela, ce n'est qu'1 heure après son arrivée qu'elle est sortie vérifier le SUV pour voir les enfants. Elle ne vérifiait donc pas régulièrement pendant le rendez-vous, contrairement à ce qu'elle a dit à l'agent. Elle est rentrée dans le salon de manucure à 11h49 et n'en est pas ressortie avant l'arrivée de la police à 12h17. La police affirme que la baby-sitter aurait laissé ses enfants seuls dans une voiture éteinte en été pendant qu'elle se faisait faire les ongles durant 1h28. L'agent écrit ensuite qu'il a appelé Hannah et lui a dit qu'elle lui avait donné de fausses informations et, je cite, « Hannah semblait ne pas être affectée par cette information ». Cependant, Hannah semblait être très affectée d'après l'expression de son visage, comme vous pouvez le voir ici lors de sa première comparution devant le tribunal. Cette photo, encore une fois, provient de Fox News dans le Wisconsin. Chaque accusation de négligence qu'elle encourt est un crime de classe 1. Ce sont les crimes les moins graves du Wisconsin, punis de 3 ans de prison maximum et 10 000 $ d'amende. Elle a obtenu une 5 000 $. Elle doit revenir au tribunal le 18 septembre pour une audience préliminaire. En recherchant Hannah Sprang sur truthfinder.com pour ce reportage, voici nos résultats. Elle a des affaires judiciaires depuis 2020, dont celle de 2021 où elle a plaidé sans contester pour conduite sans preuve d'assurance. Nous avons relevé d'autres contraventions routières dans cette section de son profil Truthfinder confirmé via les registres judiciaires en ligne du Wisconsin. Mais c'est le genre de choses que, si vous êtes parent et que vous cherchez une babysitter, vous pourriez taper le nom de cette babysitter sur truthfinder.com et simplement vérifier que tout est en ordre. Law & Crime est partenaire de Truthfinder que nous utilisons pour obtenir des informations sur les personnes de nos histoires. Comme je le disais, même sans travailler dans le true crime, c'est une excellente ressource pour se rassurer, car c'est l'un des plus grands services de recherche de dossiers publics aux États-Unis. Avec l'abonnement payant, vous accédez à des rapports illimités sur presque tout le monde. Profitez actuellement de 50% de réduction sur votre premier mois de rapport de vérification de casier. Rendez-vous sur truthfinder.com/over-the-counter. L'avocat de la défense Joe Tamburino nous rejoint maintenant. Joe, je sais que vous pratiquez aussi le droit dans le Wisconsin. Vous êtes donc la personne idéale pour discuter de la première partie de cette affaire. Lorsque vous parcourez les documents judiciaires dont nous disposons, ce que la police dit avoir vu sur les lieux, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Eh bien, merci de m'avoir invité, Chris. Ce qui me frappe, c'est ceci. Les jeunes enfants dans cette affaire, les 3 ont moins de 6 ans, car voici la différence. S'ils avaient eu plus de 6 ans, cette affaire aurait été poursuivie comme un délit, plus précisément un délit de classe A. Dans le Wisconsin, cela signifie jusqu'à 1 an, mais ils sont accusés de crime, non parce que les enfants ont été blessés, mais car il y avait un risque que leurs besoins médicaux, émotionnels ou mentaux n'aient pas été satisfaits durant l'heure et demie passée dans la voiture. Donc, en réalité, le facteur déterminant est que les enfants sont si jeunes que, selon la loi, puisqu'ils ont moins de 6 ans, cela va être considéré comme un crime. Et quand on regarde cela, je veux dire, il semble aussi que la police était très frustrée par Hannah Sprang sur les lieux.
Ils répètent qu'elle était indifférente, expliquant lui avoir dit pourquoi ils étaient là et leurs problèmes avec les enfants laissés dans la voiture, mais qu'elle restait, je cite, indifférente. Comment le fait que la police ait cette opinion sur ce qui s'est passé peut-il influencer la suite de son affaire? Cela a un impact considérable et voici pourquoi. Comme vous le savez, dans la plainte pénale qui est publique dans cette affaire, l'officier de police mentionne que mademoiselle Sprang n'a pas coopéré. Et la raison pour laquelle c'est un facteur important est la suivante. Ce genre de situation où des enfants sont dans la voiture arrive malheureusement. Ce n'est pas rare et cela arrive partout dans le pays, même si j'ignore la fréquence exacte. Les gens s'arrêtent dans une supérette. Ils ont deux enfants, disons 6 et 8 ans. Ils entrent rapidement pour payer l'essence. Ils entrent acheter du lait ou autre, puis réalisent que les enfants sont restés seuls dans la voiture 15 ou 20 minutes. Ce n'est pas la meilleure idée, mais ça arrive. Mais beaucoup de choses dépendent de la personne, du gardien, que ce soit le parent ou la babysitter, peu importe qui c'est, de leur réaction quand ils se rendent compte que les enfants sont dans la voiture. Vous verrez de nombreux cas où la réaction de la personne est oh, oh mon Dieu, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça faisait si longtemps. Je ne voulais pas ça. Je suis vraiment désolé. C'était une mauvaise décision, etc. Mais d'après ce que nous savons grâce aux informations publiques, mademoiselle Sprang, du moins selon la plainte pénale, semble plus préoccupée par le fait d'envoyer des messages aux parents de ses enfants que de vérifier l'état des enfants et de parler à la police de la situation. Nous n'avons toujours pas la caméra corporelle. Je voudrais vraiment la voir, surtout avec les seules infos données par les forces de l'ordre jusqu'ici. Mais j'ai trouvé cette partie de la plainte pénale intéressante, où les policiers disent « Donnez-moi les numéros des parents de ce petit d'un ou 2 ans, et puis d'un autre enfant de 2 ans dans la voiture. De très jeunes enfants. » Et elle résiste, refuse apparemment. Je pense souvent à diverses interactions. Avec les forces de l'ordre, il arrive souvent qu'on n'ait pas la possibilité de dire « Attendez, laissez-moi les appeler ou faire ceci ou cela ». Que penses-tu de la gestion de la police? Peut-être qu'avec la vidéo de la caméra corporelle, on comprendra mieux, mais il me semble qu'ils n'ont pas été aussi fermes avec elle qu'on l'aurait attendu dans d'autres cas. D'après la plainte, je pense que la police a bien géré. Tu sais, la police veut désamorcer la situation, garder tout le monde calme. Ça aurait été une situation différente si la police, disons, était passée de 0 à 100 et l'avait arrêté, fouillé, menotté ou lui avait confisqué son téléphone ou quelque chose comme ça. Donc je pense que la police essayait juste de garder tout le monde calme. Ils s'inquiétaient des trois jeunes enfants dans la voiture et voulaient juste s'assurer que la scène soit traitée correctement et que les enfants retrouvent leurs parents. Donc je pense qu'au final, du moins d'après ce que nous avons lu dans la plainte, la police a fait du bon travail. Et vous savez, pour rebondir sur ce que vous disiez, on voit justement ce genre d'histoire pendant les mois d'été, surtout chaque année. Et dans beaucoup de cas, il se termine, dans plus de cas que ce que quiconque souhaiterait, une fois de trop où un enfant meurt. Heureusement, ce n'est pas le cas ici. Mais nous avons vu des cas où un parent, pour une raison quelconque, oublie que son enfant était dans la voiture. Dans ce cas, il s'agissait, selon la police, d'un acte assez délibéré de laisser les enfants dans la voiture. Comment cela influence-t-il les accusations auxquelles elle fait face et la manière dont cette affaire pourrait être poursuivie? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, les accusations sont assez courantes lorsque les enfants ont moins de 6 ans, lorsqu'il y a, vous savez, une probabilité que leur santé mentale, physique ou émotionnelle ne soit pas prise en charge. Et si les allégations sont exactes concernant 1 heure et demie passée seule dans une voiture, bien sûr, je veux dire, cela pourrait certainement arriver. Mais là où cela a un impact, c'est ce qui suit. Quand quelqu'un, tout simplement, et cela arrive, oublie que l'enfant est dans la voiture, mais ils réagissent différemment. Tout à coup, ils s'en rendent compte, ils sortent, quelqu'un leur fait savoir ce qui se passe. C'est une situation différente. Elle est généralement gérée différemment. Mais ici, à cause de la préméditation, parce qu'elle est apparemment allée chercher des clous, elle n'a vérifié les enfants qu'une seule fois, elle semblait tout avoir planifié. Oui, ils vont gérer cela différemment. Et plus précisément, ils vont traiter ça différemment lorsqu'il s'agira des négociations de plaidoyer. Comme nous le savons tous, 90 à 95% des affaires se règlent par négociation de plaidoyer. Les gens trouvent un certain type d'accord. Je suis sûr que dans cette affaire, les parties vont entamer des négociations de plaidoyer.
Je pense toutefois que la préméditation influencera les négociations de plaidoyer. Je suis d'accord. Selon la police, elle a d'abord dit je viens vérifier les enfants, je les surveille, puis j'ai attendu mon rendez-vous pour les ongles. Et puis ils ont regardé la vidéo de surveillance et elle n'est sortie qu'une seule fois en 1 heure. Quand il s'agit d'une négociation de plaidoyer et que l'on considère le manque de coopération et que la peine maximale par chef d'accusation que j'ai lue était de 3 ans pour ces accusations de négligence criminelle, comment le fait qu'elle n'ait pas seulement été non coopérative, mais qu'en plus, selon la police, elle leur ait menti sur ce qui s'est passé, pourrait influencer la volonté du procureur d'être vraiment sévère avec elle dans cette affaire. Bien sûr, cela pourrait être un facteur, mais la raison pour laquelle c'est poursuivi comme un crime passible d'une peine maximale d'environ 3 ans et demi, c'est encore une fois parce que les enfants n'ont pas été blessés. C'est écrit directement dans la plainte pour les trois chefs d'accusation qu'aucun préjudice n'a eu lieu. Mais lorsqu'il y a une situation où il y a une probabilité de préjudice, où il est probable qu'un enfant de moins de 6 ans, que ses besoins en santé mentale, en sécurité émotionnelle ou physique ne soient pas satisfaits, ils peuvent porter plainte. Vous savez, il y a des chefs d'accusation plus graves pour la négligence envers les enfants dans ces situations. Et tout cela dépend si l'enfant ou les enfants sont blessés et du degré de préjudice jusqu'à la mort. À quel point est-ce courant? Parce que potentiellement, dans ce cas, vous savez, quand on regarde le rapport de police et selon l'avis de l'agent, elle ne coopérait pas et tout ça. Si, lors d'une prochaine négociation de plaidoyer, elle a un moment de révélation et dit ⁇ Je suis désolé, je reconnais mon erreur ⁇ dans quelle mesure ces déclarations initiales, faites sur le moment, pèsent-elles tout au long du processus? Elles ont beaucoup de poids. Cependant, vous pouvez vraiment essayer d'améliorer le dossier en faisant suivre au prévenu une thérapie ou un programme de santé mentale. Vous savez, vous pouvez vous-même ou n'importe quel prévenu bénéficier de certains types de programmes de santé mentale. Peut-être avez-vous besoin de compétences parentales. Vous avez besoin de compétences pour savoir comment s'occuper de jeunes enfants. Vous avez besoin de compétences pour interagir avec de jeunes enfants, pour leur bien-être, peu importe ce que c'est. Donc, dans un cas comme celui-ci, si vous aviez un prévenu, pas nécessairement Mademoiselle Sprang, mais n'importe qui dans cette situation qui a suivi un programme de santé mentale, disons qu'il l'a fait pendant plusieurs mois et qu'il s'en est bien sorti. Bien sûr, vous pourriez utiliser cela pour essayer de négocier l'affaire afin de la réduire à un délit. Vous pourriez essayer de montrer au procureur ainsi qu'au juge que même si elle a commis une grosse erreur au départ, elle reconnaît le danger de ses actes et elle a fait des progrès pour s'améliorer afin que cela ne se reproduise plus. Elle vient juste d'avoir cette première comparution devant le tribunal. Dans le Wisconsin, elle aura ensuite une audience préliminaire. Comment cela fonctionne-t-il? Où en sommes-nous dans le processus entre son arrestation, cette première comparution devant le tribunal, et ensuite, vous savez, soit elle plaidera coupable, soit elle aura un procès. La première comparution est simplement cela, c'est assez simple. Parfois une caution est fixée, parfois non. Et après cela, vous passez à une audience préliminaire qui est essentiellement une audience de cause probable. Donc, un prévenu a le droit, dans le Wisconsin, d'exiger que l'État prouve la cause probable au dossier. Comment font-ils cela? Habituellement, le procureur fera simplement venir l'officier principal de l'affaire et lui demandera de témoigner sur ce qu'il a perçu, ce qu'il a vécu et pourquoi la personne a été arrêtée. Beaucoup d'audiences préliminaires sont renoncées, c'est-à-dire qu'elles sont prévues, mais quand on y arrive, le prévenu y renonce. Pourquoi? Parce que vous savez, bien souvent la plainte elle-même démontre une cause probable suffisante. Tout prévenu a droit à cette audience contestée. Après la préliminaire, il y aura d'autres types d'audiences, des conférences de règlement avant procès jusqu'au procès. Même s'il y a une date de procès, je doute que ce soit cette année. Ce serait probablement au printemps ou à l'été de l'année prochaine. En tant qu'avocat pénaliste, à quelle fréquence avez-vous eu des affaires similaires, où une personne est accusée d'avoir laissé des enfants dans une voiture? Pas très souvent, je l'ai vu dans le système, mais personnellement, je n'en ai eu que quelques-unes. Vous savez, il n'y en a pas énormément ici au Minnesota ou au Wisconsin, mais ça arrive. Donc, heureusement, ça n'arrive pas tout le temps et ce n'est pas très courant. Donc, personnellement et professionnellement, je n'en ai eu que quelques-uns au fil des années. Il faut savoir que ces cas existent. D'ailleurs, on en parle actuellement. Ils ont fait la une des journaux.
surtout lorsqu'ils se terminent dans des situations très, très tristes et tragiques. Quand vous voyez un type d'affaire ou de crime commencer à attirer l'attention, comment cela influence-t-il la volonté du bureau du procureur d'aller plus loin contre un prévenu et la façon dont ils abordent une négociation de plaidoyer? Je pense que pour un procureur, trois choses comptent surtout. D'abord, les faits de l'affaire. Deuxièmement, plus précisément, comment le prévenu a réagi. Quelles sont les preuves concernant l'intention du prévenu ou l'absence de celle-ci? Troisièmement, le degré de préjudice. Donc, vous savez, dans ce cas, si vous rassemblez tout cela, heureusement, les enfants n'ont pas été blessés. Cependant, il semble, si ce qui est dit dans la plainte est vrai, qu'il s'agissait d'un acte prémédité. C'est une situation où une personne a apparemment pris rendez-vous pour se faire faire les ongles, s'est rendue à ce rendez-vous et a laissé les trois enfants dans la voiture, ne vérifiant leur état qu'une seule fois. Un procureur tiendra compte de tous ces facteurs pour décider de proposer une négociation de plaidoyer ou non. D'après ce que l'on sait, les preuves et la caméra corporelle, si elles fonctionnaient, permettront de voir les enfants dans la voiture, leur position et la température. Ils n'ont pas été blessés, mais il faisait près de 28 degrés, ce qui est beaucoup, surtout pour un enfant d'1 an dans un siège auto. Et puis il y avait aussi des enfants de 2 ans. Je veux dire, ça donne vraiment l'impression qu'il aurait pu se passer quelque chose de bien pire. La durée sur la vidéo de surveillance, selon vous, si des négociations de plaidoyer ont lieu, comment cela se passera-t-il? Eh bien sûr, cela va se dérouler. Nous n'avons pas accès à ces vidéos pour le moment. Je suis certain qu'elles existent. Généralement, des caméras corporelles sont présentes. Souvent, il y a des caméras d'équipe et toutes ces choses. Donc, vous savez, le procureur les a évidemment et les a examinées, et je suis sûr que cela a fait partie de leur décision d'inculper. Dès lors, selon la gravité de la conduite observée dans les vidéos, les négociations de plaidoyer s'ajustent en conséquence. Comment cela se passe-t-il réellement lors d'une négociation de plaidoyer? Dans les films comme New York, Police judiciaire, tout paraît très rapide. Mais dans la vraie vie, je veux dire, on s'assoit avec un procureur de district ou un procureur, peu importe qui c'est. Comment se déroule la conversation dans une affaire où il semble y avoir beaucoup de preuves contre le client de l'avocat de la défense? Les négociations de plaidoyer ne sont pas comme à la télévision, où l'affaire se règle en 2 minutes avec le procureur. Ça n'arrive jamais, surtout dans les affaires criminelles. En général, ce qui se passe, c'est que les deux parties examinent les preuves qu'elles ont, puis elles discutent, vous savez, des forces et des faiblesses. Si tout dans cette plainte est vrai, le procureur a un dossier très solide, aucun doute là-dessus. Alors, que ferait la défense? Eh bien, la défense pourrait faire quelque chose comme ce que j'ai évoqué auparavant. Peut-être faire suivre à la prévenue un programme de santé mentale, du conseil, une thérapie, obtenir qu'un médecin ou un expert rédige une lettre en son nom pour dire que, vous savez, ces derniers mois, elle s'est très bien comportée. Elle a progressé, elle comprend la nature de ses actes et comment ils auraient pu nuire à ses enfants et comment elle ne refera pas cela à l'avenir parce qu'elle a acquis ses compétences. Vous utilisez tout cela pour négocier l'affaire. Évidemment, du point de vue de la défense pénale, ce que vous voulez, c'est soit obtenir un abandon des charges, soit une accusation moins grave. Actuellement, les accusations que nous avons sont des accusations de classe 1 dans le Wisconsin. Et la classe 1 est le niveau de crime le plus bas. Donc, je suis sûr que s'il y a une sorte de négociation de plaidoyer, la défense voudra probablement un délit mineur plutôt qu'un crime. En tant qu'avocat de la défense, en lisant le rapport de police et si elle était votre cliente, je pense au moment où elle paraît impassible, sa façon de manipuler le téléphone, la vidéo de surveillance. Je suppose quel serait votre conseil à un client si vous aviez un client dans cette situation, sur la façon dont il devrait gérer ce genre de choses. Eh bien, à ce stade, il est trop tôt pour cela parce que vous n'avez pas les preuves. Dans le Wisconsin, la défense ne reçoit pas tout ce qu'on appelle la communication de preuves avant la fin de l'audience préliminaire. L'audience. Donc, il serait inhabituel d'essayer de résoudre cette affaire à ce stade sans avoir vu les preuves. Parce qu'en tant qu'avocat de la défense, vous devez faire preuve de diligence raisonnable. Vous allez vouloir examiner toutes les caméras portées sur le corps, les caméras de la voiture de patrouille, les déclarations, la caméra du magasin. Vous voudrez examiner les preuves médicales, notamment si ces enfants ont vu un médecin. Le médecin a-t-il délivré un certificat de bonne santé?
Vous voulez voir où la voiture est garée parce que, vous savez, il y a une différence entre une voiture qui est très proche, garée près, c'est-à-dire du magasin, et une autre qui est peut-être à plusieurs places ou parking de là. Donc, tous ces facteurs vont compter. Vous n'allez donc pas encore résoudre l'affaire, mais examiner les preuves. Joe Tamburino, avocat de la défense pénale, merci de votre présence sur Law and Crime et pour votre excellente analyse. Merci de m'avoir invité. Hannah Sprang doit de nouveau comparaître au tribunal le 18 septembre pour une audience préliminaire. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.